Bonjour les cinquièmes, alors comme promis, je vous fais une vidéo sur la croissance démographique et ses effets avec l'exemple de l'Inde. Et cette vidéo, donc, je vais à la fois reprendre une partie des choses qu'on a déjà vues en classe et je vais approfondir certains points. Alors on y va, c'est parti. L'exemple de l'Inde, un pays émergent. Cette notion de pays émergent, on va la revoir avec deux parties, la démographie. Donc je rappelle, la démographie, c'est l'étude de la population, des nombres, et la richesse et le développement. Un plan pour voir tout ça. Alors, un, localiser et situer l'Inde. Révision, on a déjà vu. 2, la démographie de l'Inde. 3, les notions de la démographie. 4, le lien entre démographie et la richesse et le développement. Donc c'est ce point 4 que je vais particulièrement approfondir, donc soyez bien attentifs et je vous rappelle que vous pouvez mettre à tout moment la vidéo en pause pour voir les documents. 5, les notions de richesse et de développement, et 6, les inégalités de richesse et développement en Inde. Là aussi, je vais aller un petit peu plus loin que ce qu'on a fait en classe. Donc sur les points 4 et 6, soyez bien attentifs. Alors, première chose, donc toute la partie gauche, vous voyez, vous avez ici deux flèches. À gauche, tout ce qui est à gauche, c'est la démographie, tout ce qui est à droite, c'est la richesse et le développement, et on va voir quel est le lien entre les deux. Donc, pour commencer, localiser et situer le pays. Donc, je localise, j'ai localisé ici avec en entourant en rouge l'Inde. Je vous rappelle que localiser, on n'a pas besoin d'écrire quoi que ce soit, on n'a pas besoin de parler. Localiser, c'est simplement trouver sur une carte. 2, hop, je l'enlève, voilà, l'Inde se situe, donc 2, je situe, l'Inde se situe en Asie du Sud, ou, si vous préférez, l'Inde se situe dans le sud de l'Asie, au bord de l'océan Indien. Regardez aussi où se situent les majuscules, en particulier pour l'océan, océan minuscule et Indien majuscule, c'est comme ça qu'on écrit les noms des océans. Ensuite, la démographie de l'Inde, bon ça on a déjà vu, je vais vite. Un pays en croissance démographique, je rappelle que la croissance démographique ici c'est la ligne en violet, que cette croissance démographique s'explique par le fait qu'il y a plus de naissances, natalité, que de morts, mortalité, mais comme la natalité baisse très vite, plus vite que la mortalité, eh bien la croissance démographique, donc l'augmentation de la population, ralentit. Est de moins en moins forte, et puis on va arriver là vers 2050, eh bien quand la natalité et la mortalité seront à peu près égales, la croissance démographique stagnera, va stagner, c'est-à-dire il n'y aura plus de croissance démographique. Comment expliquer que la natalité, qu'il y ait plus de naissances que de morts? Eh bien on va l'expliquer par ce deuxième graphique qui est ce qu'on appelle la fécondité, c'est-à-dire le nombre moyen d'enfants par femme. En 1950, 6 enfants par femme en moyenne. En 2015, ici, un peu plus de 2 enfants par femme en moyenne. La fécondité s'est effondrée, a baissé très très vite, et par conséquent, la natalité aussi. Moins de naissances dans le pays. Ensuite, alors, les notions de la démographie. Donc, 4 notions que vous devez connaître. Natalité, nombre de naissances pour 1000 habitants. Mortalité, nombre de morts pour 1000 habitants. Fécondité, nombre moyen d'enfants par femme. Je ne vous explique pas en détail la différence entre fécondité et natalité, ça serait un peu compliqué. Et puis bien sûr la croissance démographique qui est l'augmentation de la population. On peut avoir des croissances démographiques négatives, c'est-à-dire plutôt des décroissances démographiques, c'est quand le pays perd des habitants. En Inde, le pays gagne des habitants et il sera bientôt le pays le plus peuplé du monde. Dans les années 2022, 2023, 2025, il devrait être le pays le plus peuplé du monde devant la Chine. Et puis je vous ai dit, à partir de 2030, normalement, la croissance démographique stagnera. Alors, on arrive aux notions de richesse et de développement et surtout le lien entre la démographie et la richesse et le développement. Pourquoi est-ce qu'on parle d'un côté de la démographie et de l'autre de la richesse? Eh bien parce qu'il y a un lien très fort. Alors, regardez ici le petit texte. Dans une société pauvre, comme l'était l'Inde il y a quelques dizaines d'années,
il n'existe qu'une seule vraie richesse pour ceux nombreux qui travaillent la terre pour se nourrir. Et cette richesse, quand vous êtes pauvre, quand vous n'avez rien, quand vous cultivez la terre pour vous nourrir vous-même, votre seule richesse, eh bien, ce sont les enfants. Pourquoi ? Parce que les enfants, ils vont grandir. Et qu'une fois qu'ils seront grands, eh bien, ce sera des bras supplémentaires pour aider sur les terres, à la ferme, pour cultiver. On va pouvoir s'enrichir, on va pouvoir cultiver plus parce que on aura plus d'enfants. Les enfants vont grandir et fournir une force de travail pour cultiver la terre. Et puis aussi, une fois qu'on sera trop vieux pour travailler la terre, si on a beaucoup d'enfants, eh bien, ce seront nos enfants qui nous nourriront, puisque dans une société pauvre, l'État ne donne pas de retraite. C'est pas comme en France où quand vous êtes vieux, vous avez une retraite. Quand vous parvenez à un certain âge, vous avez une retraite. Dans les sociétés pauvres, et telles qu'était l'Inde il y a quelques dizaines d'années, l'État ne donnait rien du tout. Donc comment est-ce qu'on survivait quand on avait passé 60 ans, 70 ans et qu'on était trop vieux pour travailler la terre? Eh bien, c'était nos enfants qui nous nourrissaient. Alors, regardez le petit texte ici en orange. Il existe un lien fort entre la démographie et la richesse. En général, pas toujours, mais très souvent, plus un pays est pauvre, plus les femmes font d'enfants. Plus un pays est pauvre, plus on a de gens qui travaillent la terre, qui vivent à la campagne et se nourrissent eux-mêmes. Et donc, eh bien, quand on travaille la terre pour se nourrir soi-même, il faut avoir beaucoup d'enfants. L'inverse est également vrai. Plus un pays est riche, moins les femmes font d'enfants. Exemple, on va vérifier ça tout de suite. J'ai pris là un autre pays. Regardez la flèche rouge, on le localise tout de suite. Il s'agit du Mali. Donc le Mali, c'est en Afrique. Et quelle est la fécondité du Mali, c'est-à-dire le nombre moyen d'enfants par femme? Je précise aussi nombre moyen par femme en âge d'avoir des enfants. Et l'âge retenu, c'est entre 15 et 50 ans. On prend toutes les femmes entre 15 et 50 ans d'un pays, on regarde combien elles ont fait d'enfants, on fait une moyenne, et ça nous donne l'indice de fécondité. Donc la fécondité du Mali, c'est 6 enfants par femme. En moyenne, 6 enfants par femme. Ça veut dire que certaines femmes vont faire 2 enfants, d'autres 4, d'autres 8, d'autres 10, et à la fin, quand on fait la moyenne, c'est 6, ce qui est énorme. Quel est le PIB par habitant? Le PIB par habitant, c'est ce qui nous permet de mesurer la richesse des habitants d'un pays, on va le voir après. C'est 900 $ par an. Le dollar étant à peu près équivalent à l'euro, 900 € par an si vous préférez. 900 € par an, c'est pas beaucoup. Autre exemple, je vais prendre un autre pays, regardez la flèche rouge, le Japon. Ça y est, vous l'avez localisé, regardez, au Japon, quel est le taux de fécondité, ou l'indice de fécondité plutôt, il est de 1,43. C'est pas beaucoup, ça permet pas de renouveler les générations. Je vous avais dit pour que on renouvelle les générations, c'est-à-dire que la population ne diminue pas, il faut que le taux de fécondité soit normalement au moins égal à 2, plus précisément 2,1, parce qu'on tient compte des enfants qui meurent à la naissance. Eh bien, fécondité du Japon très basse. Quelle est la richesse? PIB par habitant du Japon, 40 000 $ par an, ou 40 000 € par an. Je répète, pour que vous puissiez bien faire la différence. La fécondité du Mali, c'est 6 enfants par femme. La fécondité du Japon, c'est 1,43 enfants par femme. La richesse du Mali, le PIB par habitant du Mali, c'est 900 $ par an. Et le PIB par habitant du Japon, c'est 40 000 $ par an. Plus de 40 fois plus élevé que celui du Mali. Alors, par conséquent, puisqu'il y a ce lien fort entre fécondité et richesse, quand l'Inde était très pauvre, la fécondité était très forte, ou inversement, parce que tout ça c'est complètement lié, quand la fécondité était très forte en Inde, eh bien l'Inde était très pauvre. D'accord ? Cette fécondité très élevée de l'Inde pose un autre problème, eh bien c'est le fait que en Inde,
donc c'est en Asie en général, mais surtout en Inde, on va chercher dans les milieux les plus pauvres, dans les campagnes, à surtout avoir des garçons et pas des filles. Alors pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on préfère les garçons plutôt que les filles? Comme je vous l'ai dit, on va utiliser les enfants pour qu'une fois vieux, une fois très âgés, eh bien, ce sont ces enfants qui vont nous nourrir. Et qu'est-ce qui se passe quand on a un garçon? Le garçon, il va rester à la ferme, il va travailler, et puis il va nourrir ses parents. Mais qu'est-ce qui se passe quand c'est une fille? La fille, une fois parvenue à l'âge adulte, elle va se marier. Si elle se marie, elle va partir, elle va quitter la ferme, et elle va vivre dans la famille de son mari. Par conséquent, les enfants auront fait une fille, mais cette fille va partir et elle ne va pas les aider une fois qu'ils seront très âgés. Et donc, on préfère en Inde avoir des garçons. C'est pas parce qu'on préfère les garçons aux filles, c'est tout simplement parce que les garçons vont rester avec leurs parents à la ferme, alors que les filles qui vont se marier un jour vont partir, vont quitter la ferme. Et regardez bien cette carte, c'est ici le ratio en fait des garçons par rapport aux filles. Normalement, dans une société, on a autant de filles que de garçons, à peu près autant de filles et de garçons naissent. Ici, on est à l'équilibre avec la couleur jaune clair. C'est 99-101. On a autant de filles que de garçons dans les zones en jaune clair. Regardez les zones en jaune clair, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Et quand, à l'inverse, les zones très foncées, c'est de 117 à 129 garçons pour 100 filles. Ça veut dire que pour 100 filles, on a environ 120 garçons. On a donc un déséquilibre démographique, un déséquilibre par genre. Et ça pose un problème. Quand vous avez beaucoup plus de garçons que de filles, ou beaucoup plus de filles que de garçons dans une société, c'est un problème, parce que ça veut dire qu'il va y avoir beaucoup de garçons qui ne vont pas pouvoir trouver femme, et puis surtout, c'est embêtant, parce que pour arriver à avoir plus de garçons que de filles, il n'y a qu'une seule façon, c'est les avortements. C'est-à-dire qu'une fois que les femmes, beaucoup de femmes, en particulier des femmes très pauvres de l'Inde, savent qu'elles sont enceintes d'une fille et pas d'un garçon, elles vont procéder, pour beaucoup d'entre elles, de moins en moins, mais encore trop souvent, à un avortement, c'est-à-dire qu'on va se débarrasser du fœtus, et puis on va retenter le coup quelques mois plus tard pour espérer avoir un garçon. Regardez ce livre de Bénédicte Magnier, Quand les femmes auront disparu, l'élimination des filles en Inde et en Asie. Alors tout ça, c'est un vrai problème. Et quelle est la façon de résoudre ce problème d'une croissance démographique trop élevée, d'une démographie déséquilibrée, c'est-à-dire plus de garçons que de filles? C'est de développer le pays. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un pays riche et développé? D'abord, le classement des pays riches, la richesse des pays, ça veut rien dire. De quoi on parle? D'abord, l'IDH. Regardez, on avait dit en classe, on avait donné une définition. L'IDH, c'est un indicateur de développement humain qui est un chiffre qui va de 0 à 1 et qui sert à mesurer le niveau de développement d'un pays ou d'une région. Cet indicateur prend en compte la richesse. La richesse, on la calcule surtout avec le PIB par habitant, mais pas seulement, aussi la santé et l'éducation, parce que vous pouvez être riche, mais si vous vivez dans un pays où il n'y a rien, pas d'hôpitaux, pas de médecins, pas d'école, c'est un peu comme si vous étiez pauvre. Donc cet IDH, cet indicateur de développement humain, permet de mesurer le niveau de développement et pas de richesse, et dans le développement, il y a la richesse, mais il y a aussi un certain nombre de choses, essentiellement la santé et l'éducation. Alors regardez la carte, quels sont les pays à IDH élevé? Ce sont tous les pays en vert foncé. Regardez l'Inde, ici. L'Inde a un IDH moyen, d'accord? Et puis vous pourrez vous amuser en mettant sur pause, vous pourrez vous amuser à regarder les pays qui ont les IDH les plus élevés au monde. Le premier, c'est la Norvège, on le voit ici, un pays à la fois où on est riche, mais aussi où il y a beaucoup de médecins, beaucoup d'hôpitaux, on est bien soigné, un accès aux médicaments, puis on a une bonne éducation, des bonnes écoles, des écoles gratuites, etc. Puis à l'inverse, vous avez le pays ici avec l'IDH le plus faible, c'est le Niger en Afrique. Pour ce qui nous concerne en France, on est 24e,
Pour ce qui concerne l'Inde, eh bien, c'est un IDH moyen. Autre notion, le PIB. Je vous ai dit, le PIB, c'est le produit intérieur brut, c'est-à-dire toute la richesse que produit un pays en une année. On calcule tout ce qu'on a produit dans le pays, c'est n'importe quoi, des cartables, des trousses, des téléphones portables, des trains, des avions, c'est aussi des services, etc. On prend tout ce que le pays a fait en une année comme richesse, et on obtient un chiffre en dollars, qui est un chiffre absolument énorme, gigantesque, qui est en général en milliards de dollars, voire en centaines, voire en milliers de milliards de dollars. Alors là, plus le pays est foncé, plus le pays produit de richesse. Donc, les pays qui produisent le plus de richesse, c'est les États-Unis et la Chine, parce que la Chine parce qu'elle est très peuplée, puis les États-Unis parce que c'est un pays riche qui produit beaucoup, et puis on voit que l'Inde ici a aussi un PIB très élevé parce que c'est un pays très peuplé. La France aussi a un PIB assez élevé. On est, je vous avais dit, à 2000 milliards de dollars ou d'euros. Mais voilà, comme vous l'avez compris, c'est pas parce que le PIB est très très élevé que les gens sont riches. Les Chinois et les Indiens sont pas tous riches, pourtant le PIB est élevé. Il faut, pour être précis, diviser par le nombre d'habitants. Et ça nous donne le PIB par habitant. C'est-à-dire qu'on prend le PIB, on le divise par le nombre d'habitants, et on voit en moyenne quelle est la richesse des gens. Et on voit donc ici, regardez l'Inde, c'est beaucoup plus faible. On a, vous voyez, beaucoup plus faible, on est entre 10 000 et 20 000, autour de 10 000 dollars ou euros par an, en moyenne. Alors, quels sont les pays les plus riches en PIB par habitant? C'est toujours pareil, un peu les pays du nord de l'Europe, ici, l'Allemagne, certains pays d'Europe, l'Arabie Saoudite, assez riche, et surtout ici, regardez en noir, les Émirats Arabes Unis. Des petits pays, en général, ce sont les pays les plus riches en PIB par habitant, ce sont des pays très peu peuplés. Regardez Singapour, ici c'est Brunei, ici c'est Hong Kong. Voilà. Donc, comment vous dire, quel est le pays le plus riche du monde, ça veut rien dire. De quoi on parle? Est-ce qu'on parle du PIB par habitant, du PIB en général, ou de l'IDH? Vous voyez, c'est pas la même chose. Donc, quel est le pays le plus riche du monde, quel est le pays le plus pauvre du monde, ça veut rien dire. Il faut faire au moins la différence entre PIB par habitat et IDH. En sachant donc que la richesse, ce n'est pas tout, il y a aussi le développement. L'IDH, c'est un très bon indicateur pour savoir si à la fois le pays est riche, si les gens sont riches, et si les gens ont accès à la santé et à l'éducation. Et même une fois qu'on a défini si l'Inde était... Alors on a vu que l'Inde avait un niveau de richesse, avait un très gros PIB, mais un IDH et un niveau de richesse plutôt moyen, il faut encore parler de ce qu'on appelle les inégalités, c'est le point numéro 6, les inégalités de richesse et de développement. En Inde, vous avez des inégalités très fortes, avec ici, regardez la photo à gauche, des gens très pauvres, encore beaucoup de gens qui vivent dans les campagnes, voire qui se nourrissent eux-mêmes, et puis à droite, les milliardaires. On avait vu qu'il y avait des milliardaires en Inde. Je vous ai mis ici Lakshmi Mittal et sa famille. C'est un grand PDG d'une entreprise qui fabrique de l'acier. Lui, il est milliardaire, multimilliardaire, il fait partie des hommes les plus riches du monde. Alors qu'à l'inverse, on trouve des millions de gens encore très pauvres. Et cette inégalité se voit dans l'espace. Regardez quelque chose que vous avez vu en 6e, les bidonvilles. Dans les grandes villes d'Inde, comme Mumbai ou comme Delhi, on trouve des bidonvilles. Alors, au second plan, des quartiers habituels, avec des grands immeubles, où on va trouver des bureaux, des hôtels, des habitations, tout à fait normal, ce dont on a l'habitude. Et puis, au premier plan, ici, un bidonville. Le bidonville, c'est quand les habitants construisent leurs habitations eux-mêmes et qu'il n'y a pas toutes les infrastructures que nous, on connaît. L'électricité en permanence, l'eau courante en permanence, un accès à Internet, un accès à ramassage de déchets.
On n'a pas tout ça. Donc, ce sont des quartiers très très pauvres, vous voyez, qui sont à côté de centres-villes nettement plus riches. Les inégalités sociales, elles sont de deux types. On dit en géographie qu'elles sont soit sociales, c'est entre les gens, les inégalités entre les groupes, surtout en Inde où on a un système de caste, avec des gens, un groupe de gens qui sont très pauvres, et puis des gens qui sont plus riches, et puis on se mélange pas. Donc les inégalités, elles sont sociales, entre personnes de catégories sociales différentes, ou spatiales, les inégalités dans l'espace, entre la ville et la campagne, entre le centre-ville et le bidonville. Évidemment, souvent, ces deux types d'égalités, elles vont ensemble, hein. Souvent, quand on est pauvre, on vit aussi dans un quartier pauvre, et quand on est riche, on vit dans un quartier riche. Donc, inégalité sociale ou spatiale, très forte en Inde. Et j'en arrive à ma conclusion. Alors, l'Inde, un pays avec une fécondité et une natalité un peu élevée, comme on l'a vu au début, mais qui baisse, d'accord ? L'Inde, un pays avec une forte croissance démographique, donc puisque la natalité et la fécondité sont encore un peu élevées, mais qui ralentit. 2030, normalement, il n'y aura plus de croissance démographique. L'Inde, un pays qui se développe, plus il se développe et s'enrichit, plus la natalité et la fécondité baissent. Inversement, plus la natalité et la fécondité baissent, plus le pays peut se développer et s'enrichir. On a vu le lien. Donc un pays qui se développe et s'enrichit rapidement, mais de façon très inégale, selon les régions, selon que l'on est en ville, selon que l'on est à la campagne. D'accord ? Et selon, bien sûr, que l'on est né riche ou pauvre. Les notions d'égalité qu'on connaît en France ou en Europe, hein, c'est-à-dire que on essaye, c'est pas toujours facile, mais on essaye de faire en sorte qu'il y ait une égalité entre les gens, eh bien, cette égalité est beaucoup moins importante en Inde, et on trouve encore des gens misérables en Inde, et avec à côté des milliardaires. Et tout ça, donc je répète, fécondité natalité peu élevée, forte croissance démographique qui ralentit, on pourrait parler de forte croissance économique, un pays qui s'enrichit très vite, mais qui reste en grande partie pauvre, avec des populations encore très pauvres, et avec beaucoup d'inégalités, eh bien tout ça, ça s'appelle un pays émergent. Émerger, ça veut dire sortir de l'eau. On avait dit, le pays émergent, c'est le pays qui n'est pas encore riche, mais déjà qui n'est plus pauvre. Vous voyez, on appelle ça un pays émergent. Et alors pour les 6e S, pas les 6e S, les 5e S, on avait colorié une carte avec un certain nombre de pays émergents, parce que l'Inde c'est un modèle, et puis il y a plein d'autres pays sur la planète qui suivent un peu le même modèle, c'est-à-dire avec tout ça, à la fois démographique et de richesse. Pour donc les 5e S avec qui ça va un peu plus vite, les 5e D malheureusement on va pas assez vite, donc pour les 5e S on a colorié la carte de tous les pays émergents, en tout cas tous les grands pays émergents de la planète. On le fera avec les 5e D, et puis on verra deux autres modèles, le modèle des pays pauvres et le modèle des pays riches, et on continuera à colorier cette carte que j'ai donnée au 5e S, et à la fin, l'objectif c'est d'avoir en tête une vision du monde, vous voyez, qui n'est pas seulement il y a des pays riches, il y a des pays pauvres, mais on va avoir une vision du monde avec trois grands modèles, le modèle du pays émergent, le modèle du pays pauvre, ou qu'on appellera en développement, et le modèle du pays développé et riche. Et vous aurez normalement à la fin de tout ça une vision beaucoup plus, beaucoup plus approfondie, beaucoup plus complexe du monde, avec en même temps, on va travailler en même temps à chaque fois des petites notions de géographie. Vous voyez, remplir une carte, faire la différence entre localisé et situé, comprendre un graphique, etc. Voilà, je m'arrête là et je vous dis à mardi et à mercredi.